Mesdames, Messieurs, après la création ce matin, une seconde table ronde d'1h15 est consacrée désormais au NFT dans le marché de l'art depuis le monde anglo-saxon et l'Asie. Cette table ronde est animée par Georgina Adam, journaliste à The Art Newspaper au Financial Times, et le panel est composé de Sylvie Baumel, Anders Peterson, Pablo Vera et Gauthier Zupinger. Merci à tout le monde d'être là et merci au Conseil des ventes volontaires et à l'Académie des Beaux-Arts de nous avoir invités. Nous allons commencer tout de suite par un film d'1 minute, juste pour, si vous voulez, cadrer notre sujet, qui est le monde des NFT, vu du monde anglo-saxon et de l'Asie. Donc, on va lancer ce film. So we are in my living room and we're watching the closing of the auction, which closes in 1 hour and 18 minutes. It's already at like a absolutely ridiculous amount. The artwork that I made is very much influenced by the tools and influenced by the work of a bunch of people in the crypto community as well. Hey Mike, this is Jason. I just want to say congratulations. You're at 25,250,000. Crazy, man. Jesus Christ, what the f***? Oh my God! It's 50 million! What? Oh my God! 69 million. I think it probably means digital art is here to stay. I'm going to Disney World! Bon, merci à Christie's de nous avoir fourni ce petit vidéo. Je pense que personne, enfin, à part nos panélistes distingués, n'ont entendu parler des NFT avant cette vente. Depuis, tout le monde ne parle que de ça. C'est devenu un phénomène extraordinaire. J'ai la chance d'avoir avec moi des panélistes extraordinaires et on va justement parler des NFT. Donc, en commençant par le... Je perds mon papier. Je retrouve mon papier. J'ai retrouvé mon papier. En commençant au fond, nous avons Anders Peterson. C'est un financier à l'origine, il était chez JP Morgan dans les années 90 à Londres, à New York et à Francfort. Mais en 2000, c'est ce qui nous intéresse, il fonde Art Tactic, qui est une société spécialisée dans l'analyse du marché de l'art. Et il a publié 2 rapports sur les NFT. Il fait aussi des conseils aux sociétés sur tout ce qui concerne l'art business. Ça, c'est donc Anders, qui est anglophone, donc il a une interprète à ses côtés. Ensuite, nous avons Pablo. Pablo est diplômé de l'école polytechnique et ensuite il avait fait un master's en ingénierie et en management science, je ne sais pas le traduire, à Stanford en Californie. Il a fondé Angle Protocol et aussi des stablecoins. Il va vous expliquer ce que c'est. Et il développe également les NFT, mais comme produits financiers, non pas comme produits art. Ensuite, nous avons un point de vue un peu candide, un peu différent. C'est Sylvie Baumel, qui est diplômée HEC. Elle est journaliste chez Vanity Fair et elle a été rédactrice en chef de plusieurs revues professionnelles dans le business. Elle a une chronique à Arts Magazine et elle a écrit récemment un article pour Vanity Fair au sujet des NFT, où elle a plongé justement dans ce monde qu'elle ne connaissait pas très bien. Et last but not least, et on va commencer par lui, nous avons Gauthier Zupinger, diplômé des écoles des mines en communication et technologie numérique. Il a fait des études au CELSA,
sciences de l'information et de la communication, pardon. Et en 2018, il a fondé nonfungible.com, le plus grand plateforme de data sur les NFT. Et on va commencer par Gauthier. Il a écrit, on a beaucoup de rapports sur les NFT. Il a écrit aussi. Et j'aimerais bien, Gauthier, que vous commenciez par nous expliquer un peu, nous définir, parce que vous avez une vision un peu globale. Nous avons beaucoup de chiffres. Moi, à chaque fois, en tant que journaliste, je vois des chiffres passer. Quel est le bon chiffre? Comment est-ce qu'on les évalue? Ah, j'ai oublié une chose et qui est très importante avant de passer la parole à Gauthier. La loi vient d'être promulguée. You heard it here first. Hein? La loi vient d'être promulguée au journal officiel d'aujourd'hui même. Les commissaires-priseurs français peuvent vendre des biens incorporels à partir donc de ce matin. Jusqu'ici, ce n'était pas possible. Donc, on est vraiment dans l'actualité. Hein. Bon, Gauthier. Merci beaucoup. Alors effectivement, la question des chiffres sur les marchés NFT, c'est une question qui est assez complexe, parce que c'est une technologie qui est, comme vous le savez, assez jeune, et il n'y a pas forcément de consensus à l'heure actuelle encore sur comment analyser ces marchés. Donc nous, les données qu'on a, et donc qui font partie donc, du rapport qu'on a publié pour une semaine, c'est qu'on est sur un marché d'à peu près 18 milliards sur l'année passée. Alors vous avez pu croiser d'autres chiffres. Nous, on parle de 18 milliards qualifiés. C'est-à-dire que certains vont avoir des chiffres de 40, 50 milliards, mais il y a aussi beaucoup de bruit. Il y a aussi des transferts qui ne sont pas forcément qualifiables, qui sont entre des robots, entre plein d'autres choses qui sont des tests, où on n'est pas forcément capable de qualifier qu'il s'agit réellement d'une transaction financière entre un acteur A et un acteur B. Donc nous, on a un volume global de 18 milliards dans le monde des NFT pour l'année précédente, ce qui représente une croissance par rapport à 2020 de quasiment 30 000%. Juste pour avoir un ordre d'idée, on est sur une croissance exponentielle. L'art, dans ce petit monde, représente approximativement 3 milliards. Donc, ce qui est important, mais ce n'est pas forcément le plus gros des segments. On a donc ce fameux segment que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les collectibles, dans lequel on va croiser des CryptoPunks. Nous, on considère les CryptoPunks comme des collectibles, et des milliers d'autres actifs. Et juste un dernier chiffre peut-être par rapport à ça sur le marché de l'art, il faut savoir que c'est un marché qui est extrêmement liquide. Nous aujourd'hui, ce qu'on a observé sur l'année passée, c'est qu'on a une moyenne de détention d'environ 33 jours. Autrement dit, un actif d'art NFT est revendu en moyenne au bout d'un mois, ce qui est un marché excessivement liquide. Quand même. Une question, j'étais à la journée marché de l'art il y a à peu près 6 mois en France, et à ce moment-là, vous avez annoncé un chiffre pour la période de détention de 66 jours. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à ce moment-là, on avait des datas, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient que sur la première moitié de l'année. Et en fait, avec l'accélération qu'on a pu observer tout au long de l'année, donc jusqu'à la fin, on s'est aperçu qu'on a du coup un temps de détention qui est de plus en plus court, et avec une forme de fébrilité sur les marchés, parce que forcément, on a un début de ce qu'on appelle donc un marché baissier dans la crypto et du coup un petit peu aussi dans les NFT, on a une forme de fébrilité. Autrement dit, des acteurs qui ont acheté des actifs à des prix parfois trop importants, dans un but spéculatif, et ils se rendent compte que la spéculation est peut-être risquée. Donc on a une revente qui est parfois beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça qu'on analyse aussi à côté le taux de revente à perte au cours de l'année, et ce taux a évidemment augmenté sur la fin de l'année, sur le dernier trimestre. Je vais passer la parole à Anders maintenant, qui va nous expliquer un peu plus tôt sur les NFT art. Qu'est-ce que vous avez... Okay, thank you. Well, first of all, I wish I had done French in school, because but that's too late for now. But anyway, j'aurais aimé apprendre français à l'école, mais c'est un peu tard. Hein. I think it's interesting. So we come at, I guess, this market from a slightly different point of view than Gauthier. And my initial, so we've been covering the art market for 20 years, the traditional art market as we know it. And I guess it was early last year, actually November 2020, we started to look at NFTs. I could hardly pronounce it. And it took a little bit of, I think we knew that something was happening. We didn't know exactly what was going to happen right now. But so we are looking at it from a slightly different point in the sense that we're trying to get it
an understanding of what implications it's going to have for the art market itself, and what sort of, how do we define NFT art? I don't know if you want to. Yeah. Great. Donc oui, effectivement, d'abord vous dire que nous, on est sur cette question des NFT à partir d'un point de vue qui est bien différent. Ça fait 20 ans à peu près qu'on travaille sur le marché de l'art traditionnel, et ce n'est qu'en novembre 2020 en fait qu'on a commencé à s'intéresser aux NFT, à une époque où j'arrivais presque pas à prononcer ce que signifiait l'acronyme. On a juste eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se passait, et on s'est dit que c'était intéressant de commencer à investiguer un petit peu quelles pouvaient être les implications en fait de ce nouveau développement technique pour le marché de l'art. So I guess what we tried to do was to define NFT art, and it was still hard, and I think it's probably what Gauthier already has spoken about. I think still our interest is really at what point will either the traditional art world as we know it today and the natively digital artists that not prior to this was not necessarily publishing their artworks through an NFT. When is this going to happen? And I think so. The numbers, as you said, they vary a lot. I think what's really interesting is the speed at which also the art world, which has been very reluctant to change for very many years. I mean, I think the pandemic has acted as a catalyst also in terms of just looking at online sales, not NFTs, but just online sales, has dramatically shifted over the last 2 years. And I think it opened up, the gates for actually a lot of change to happen and innovation to happen. So if you look at, yeah. Perfect. Sorry, perfect. Yeah, just as I said. Donc effectivement, on avait l'envie de réfléchir à ce que pouvait être aussi en fait un objet d'art NFT, bien sûr. Mais notre intérêt, en fait, idéalement, bien sûr, c'est le marché de l'art. Il y a bien évidemment aussi cette question des œuvres d'art créées directement par les technologies numériques, mais qui ne vont pas forcément être échangés par l'intermédiaire des NFT. Mais ce qui a été aussi frappant, c'était de voir avec quelle vitesse le monde de l'art s'est mis à ces technologies numériques. Le monde de l'art étant un secteur qui était plutôt traditionnellement réticent sur ces aspects-là. Et c'est vrai que en 2 ans, aidé bien sûr ou poussé par la pandémie, il y a eu une ouverture incroyable au départ, bien sûr, sur la possibilité des ventes en ligne. Mais je crois que ces 2 dernières années ont d'une certaine manière ouvert les portes. So just very quickly, because I know a lot of other panelists here, but just in terms of, so the changes that we've seen within the traditional art world is auction houses, Sotheby's, Christie's, Phillips, that has embraced NFTs, certain very specific parts of the NFT market, but they have embraced it. We see galleries like Pace Gallery setting up their own NFT platform. We see art fairs like Art Basel in Miami. We see Frieze. Everyone is now incorporating NFTs as part of their, as a curatorial program. Artists themselves, Jeff Koons, Damien Hirst Damien Hirst has already launched his own project called The Currency. So I think that even the more traditional part of the market is already embracing it. And I think, for us is trying to capture this part, which is, I think has the potential of amplifying the market as I knew it prior to 2019 significantly. And it will ride on the back of what Gauthier and the wider marketplace. And I think it finally also presents a huge opportunity to bring in new audiences outside the art market into the fine art market. So I'll leave it at that. Oui, donc c'est vrai que les changements qu'on a vus, notamment, c'était comment les maisons de vente aux enchères traditionnelles comme Sotheby's, Christie, Phillips étaient venues sur le terrain de numérique pour les ventes notamment, mais aussi pour les NFT, de voir que certaines galeries avaient créé leur propre plateforme NFT,
que dans les programmes de grandes foires d'art traditionnelles comme Frieze ou Art Basel, il y avait un programme consacré à ces nouvelles technologies. Il y a des artistes aussi, Jeff Koons, Damien Hirst, qui a créé son projet qui s'appelle la monnaie, en fait, currency. Voilà, voir comment tous ces acteurs plus traditionnels du monde de l'art ont passé le pas d'une certaine manière. Et je crois que de toute façon, on voit bien qu'il y a là un potentiel pour les acteurs du marché de l'art, mais qu'il y a aussi quelque chose qui paraît important, c'est l'opportunité que ces nouvelles technologies vont offrir pour amener de nouveaux publics. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Allez-y, Gauthier. Je vais juste rajouter un mot par rapport à ce que Anders vient de dire, par rapport du coup à la place qu'occupent aujourd'hui Christie's, Sotheby's, Phillips, les maisons de vente aux enchères traditionnelles dans le monde des NFT. C'est approximativement 260 millions de dollars pour l'année passée, pour un marché total de un peu plus de 2 milliards. Donc on voit que c'est quand même encore tout petit. Voilà, juste pour dire ça. Par rapport, par exemple, au chiffre d'affaires de Sotheby's ou Christie's, c'est dans les 6 milliards. J'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Oui. On va peut-être enchaîner avec Pablo. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre projet ? Oui. Alors moi, je suis moins dans le monde des NFT et moins dans le marché de l'art. Moi, ce que je fais, je développe des protocoles de finance décentralisée, donc c'est-à-dire du code, ce qu'on appelle des smart contracts, qu'on déploie sur la blockchain et qui permettent à des gens d'interagir les uns avec les autres selon un ensemble de règles que l'on définit dans nos protocoles. Et sans qu'il y ait besoin d'aucun tiers de confiance. Donc j'ai lancé avec quelques amis un protocole qui s'appelle Angle, qui permet de faire ce qu'on appelle des stablecoins. Donc on a lancé un stablecoin qui s'appelle l'AG Euro, qui est devenu à ce stade le plus gros stablecoin euro du marché. Donc on fait ça de façon complètement décentralisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise, on est ce qu'on appelle une DAO, une Decentralized Autonomous Organization, qui fonctionne de façon complètement décentralisée. En parallèle de ces stablecoins, donc je pourrais revenir après à ce que sont les stablecoins, ce à quoi ça sert et en quoi c'est intéressant pour les NFT. En parallèle de ça, et pour réussir à faire marcher nos stablecoins, nous aussi on fait des NFT, mais des NFT qui correspondent à des produits financiers. Ce qu'il faut avoir compris, c'est que les NFT, c'est pas que des images, des œuvres d'art. Le NFT, de façon générale, c'est un standard. Un standard qui dit tel actif, je peux le transférer, je peux donner mon accord pour que quelqu'un puisse le dépenser à ma place. Et c'est un standard qui est super pratique à utiliser quand on code, et qui permet de la composabilité entre un certain nombre de projets. C'est-à-dire que à partir du moment où je me mets au standard, tout le monde peut interagir avec moi sans avoir besoin de savoir exactement comment ce que j'ai codé fonctionne. Donc, stablecoin, NFT, finance décentralisée, c'est peut-être des mots compliqués. On peut peut-être déjà commencer par les stablecoins. Donc, Gauthier est sans doute plus à même que moi à quantifier le volume de comment ça se passe. Mais la plupart des transactions d'achat et de vente de NFT, c'est des transactions qui sont financées en crypto-monnaie. C'est-à-dire, je te donne une crypto-monnaie et en échange, tu me donnes un stablecoin. Tu me donnes le NFT. Le problème de ça, c'est que je pense que c'est surtout pour ça qu'on connaît tous les crypto-monnaies, c'est que c'est quelque chose qui est super volatile. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'histoire de quelqu'un qui avait acheté une pizza à 10 000 bitcoins en 2010. Ça fait une pizza à 30 millions de dollars. Et donc, pour se couvrir face à ça, les stablecoins, qu'est-ce que c'est ? C'est des crypto-monnaies qui sont construites de façon à garder un prix stable. Ça reste des crypto-monnaies dans le sens où c'est des actifs qui peuvent s'échanger de façon... vous m'excuserez l'anglicisme, de façon permissionless, sans qu'il y ait besoin d'accord de quelqu'un. On n'en est pas très fiers en ce moment, et c'est peut-être pas le meilleur élément des stablecoins qu'on veut mettre en avant, mais techniquement, si la Russie demain voulait dépenser de l'argent sans utiliser les restrictions, enfin en faisant fi des restrictions gouvernementales, elle pourrait le faire en stablecoin sans que personne n'ait rien à dire. Voilà, donc on n'en est pas très fiers, mais c'est un des aspects qui fait que ça peut être, c'est très puissant les crypto-monnaies.
Donc les crypto-monnaies, ça peut s'échanger de façon incensurable, permissionless. Et donc si on regarde ce que c'est qu'un stablecoin, ça a la valeur de la monnaie tout en ayant les bienfaits des crypto-monnaies. Donc moi, je peux utiliser un stablecoin pour acheter un NFT. Et donc en tant que vendeur, généralement, je préfère vendre mon œuvre 1000 € par exemple, sans avoir à me soucier du fait que l'œuvre pourra valoir à un moment 100 €, donc avoir fait un divisé par 10. Et pareil, en tant qu'acheteur, je préfère acheter en dollars mes pizzas plutôt que d'avoir à me rendre compte 10 ans plus tard que je l'ai payé en fait 30 millions de dollars. Donc la plupart des stablecoins, ce sont des stablecoins. Le marché du stablecoin, c'est un marché de 140 milliards de dollars, donc sans doute un peu plus grand que le marché du NFT actuellement. La plupart est concentré dans le dollar. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire avec Angle, c'est faire grossir la composante européenne pour redonner un peu de pouvoir à l'Europe là-dedans. Et donc on lance des stablecoins euros et on va lancer des stablecoins qui ne sont pas forcément indexés sur l'euro. Voilà, donc c'est un résumé très court de ce que je fais. Gauthier, je pense que vous vouliez intervenir. Juste un petit point, parce que j'ai toujours un petit chiffre à sortir comme ça. Non, juste pour vous dire que les stablecoins, en termes d'achat de NFT, c'est tout petit pour le moment. En tout cas, nous, on traque 3 grosses blockchains, dont Ethereum et l'Ether. Donc cette crypto-monnaie représente 98% du coût des achats de NFT. Donc les stablecoins, je crois que c'est un petit peu moins de 1% à peu près. Voilà. Alors maintenant, on aimerait bien passer à Sylvie qui nous raconte un peu ce qui lui est... Enfin, quelqu'un de l'extérieur qui a plongé. Oui, alors là, je suis entre mes deux voisins, vous avez eu le niveau doctorat du NFT, là je vais vous faire le niveau maternel, moi. Donc, comme le disait Georgina, j'écris pour Vanity Fair, lesquels m'ont demandé au printemps dernier, tu nous ferais pas une longue story sur les NFT ? Je savais à peine de quoi il s'agissait, donc j'ai fait répéter le mot. Et donc, voilà, j'ai démarré cette enquête, et évidemment, comme tout le monde, j'ai regardé les chiffres, j'ai regardé le montant tout à fait faramineux du marché. D'ailleurs, on disait beaucoup à l'époque, je me permets de démarrer par une question, que quand même l'expansion du marché était liée au Covid, au confinement. Est-ce que l'expansion continue aujourd'hui à ce point-là ? Alors ça a énormément aidé. On s'est retrouvé avec des personnes qui effectivement étaient chez eux, on va dire qu'ils s'ennuyaient pour beaucoup, avec des fonds, certains en crypto, dont ils ne savaient pas forcément quoi faire. Donc oui, ça a énormément aidé. D'accord. Et donc voilà. Et donc, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé par regarder les choses les plus incroyables de ce marché, ce que Françoise Benamou ce matin appelait les exubérances irrationnelles, je crois, et les records. Alors, pêle-mêle, j'avais... je sais que c'est un peu bateau de raconter ça, mais quand même, c'est fou. Moi, j'ai retenu Alexandra Olinkova, joueuse de tennis, qui avait vendu son bras en NFT, enfin, la peau de son avant-bras. Sachant qu'elle est 200e mondiale, je me suis pensé que Federer avait quand même encore de l'argent à gagner. J'ai vu bien sûr ce tweet dont on a beaucoup parlé d'Elon Musk, 1,12 million de dollars. En plus, c'était idiot ce qu'il disait dedans, on comprend rien. Il dit les ordinateurs dorment jamais, puis une autre phrase idiote. Et ça m'amusait parce que c'était la même semaine où aux ventes aux enchères, une vente aux enchères, s'était vendue une lettre de Napoléon, une lettre manuscrite, où il invitait le général Duroc à son sacre. Elle s'était vendue 3 800 €, donc bon, voilà. Et puis bien sûr, il y a Beeple, on en a parlé tout à l'heure dans le film. Là encore, c'est très connu des gens de NFT, mais j'aurais aimé arrêter une seconde. C'était donc le 11 mars, effectivement un an, comme le dit le titre de ce colloque. Et il faut quand même dire que Beeple, qui bien sûr ça n'a pas un autre nom dans la vraie vie, parce que c'est ça aussi les NFT, il faut avoir des pseudonymes. Donc Beeple, il était connu de sa famille, comme on dit, il y a 2 ans à peu près. C'est un codeur, je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, enfin informaticien en tout cas. Administrateur, bon. Et puis lui-même, il n'y croit pas dans cette vente aux enchères. On ne l'a pas forcément très bien vu, mais cette vente aux enchères, je crois qu'elle dure 24 heures, et à la 23e heure, on est à 14 millions de dollars. Et là, il dit cette phrase extraordinaire, il dit « It's absolutely ridiculous ». C'est complètement ridicule. Il aurait mieux fait de se taire parce qu'une heure après, elle a quadruplé. Donc voilà, j'étais sur toutes ces extravagances. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une erreur, j'ai appelé Cyril Barthelois et le Conseil des ventes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont dit sur ce sur quoi ils travaillaient, ils en parleront tout à l'heure. Et je me suis dit, si des gens aussi sérieux que l'Académie des Beaux-Arts, le Conseil des ventes se posent la question, peut-être quand même que j'y regarde plus loin.
Et puis, et c'est la deuxième partie de mon enquête, je me suis dit, bon, bah, très bien, je vais essayer, je vais en acheter, je vais voir ce qui se passe. Et comment ça marche? Donc, j'ai commencé par acheter sur MetaMask, hein, puis il fallait que je passe par un autre site, donc j'ai acheté des Ethereum. Bon, comme j'ai quand même pas une note de frais extravagante chez Vanity Fair, hein, j'ai eu pour 0,005 Ethereum. C'était pas beaucoup. Ça ne me permettait pas d'acheter grand-chose sur ce marché, évidemment. C'est comme les galeries, c'est quand même le prix d'entrée est quand même assez élevé. Mais comme je ne voulais pas acheter n'importe quoi non plus, finalement, je me suis fixée sur un artiste russe qui s'appelle Alex Shell. Bon, je trouvais que c'était sympa. Il faisait des très jolies petites vaches numériques. Bon. Et voilà, mon grand-père, il y avait mon grand-père et des vaches. Franchement, elle était jolie. Je ne me moque pas, hein, je suis collectionneuse dans la vraie vie, des trucs qu'on accroche sur ces murs. Hein, donc, enfin, pas collectionneuse, je suis amatrice, faut pas exagérer. Et donc, bon, donc j'achète mes Ethereum via MetaMask. Au passage, c'est amusant quand même. Mes voisins vont se moquer de moi, mes jeunes voisins. C'est marrant on en a parlé ce matin. Il y a une phrase magique, hein, qu'on vous donne, qui est votre phrase, qui va vous permettre de toujours retrouver votre portefeuille numérique. Enfin, je sais pas, en Ether. Et alors cette phrase, qui est composée d'une dizaine de mots, douzaine de mots, je crois, 12 mots. 12 mots pour moi. Bien sûr, comme on l'a dit ce matin, si on la perd, c'est fichu. C'est-à-dire quelqu'un d'autre peut se servir. Enfin, d'abord, personne ne vous la redonnera. Personne au monde vous la redonnera, même si vous connaissez le patron de la Société Générale. Et puis, alors, il vous conseille sur MetaMask, je trouve ça extravagant, c'est pour ça que je le cite, de l'écrire quelque part, voire même de la faire graver sur une petite plaque en métal et de la cacher chez soi. J'adore cette collusion du nouveau monde et de l'ancien monde. Mais bon, voilà, ça c'était pour sourire. Donc j'ai acheté ma vache pour, je sais plus, quelques éthers. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que comme j'avais pas beaucoup de moyens, j'ai acheté une œuvre qui était en 100 exemplaires, hein, un peu comme des photos après tout. Bon, c'est pas grave. Et là, je dois dire que je ne plaisante pas, je suis sincère, je me suis attachée à cette vache et je l'aimais bien et je me suis évidemment posé la question de ce que j'allais en faire parce que je peux pas la mettre, je n'allais pas l'imprimer, c'est ridicule. Bon, alors je peux la mettre en fond d'écran sur mon smartphone, je l'ai mis en fond d'écran sur ma télé aussi, mais enfin je peux pas la montrer à mes amis, c'est une vraie question. Bon, je sais que cette question, il n'y a pas que moi qui me la pose, il y a des galeries qui s'ouvrent quand même dans le monde, des musées, à Seattle je crois. Donc voilà, il y a la question de ça. Bon, j'ai parlé avec une galeriste qui m'a répondu, mais la propriété dépasse la matérialité. Je me suis dit, ouais, c'est vrai ça, mais bon, quand même. Voilà, écoutez, c'est à ce stade, c'est tout ce que je vais vous raconter de mon expérience. On en reparlera après. Je trouve juste pour une première intervention, c'est qu'il y a quand même des grandes similitudes. Bien sûr, il y a des grandes différences, mais des grandes similitudes avec le marché de l'art classique dont nous parlait tout à l'heure Magnus. Après tout, quand je vais à la Biennale de Venise ou ailleurs, ou dans les galeries, alors bon, sauf que là, il n'y a pas de galeriste, mais je sais que là aussi, il se crée quand même maintenant des conseils en NFT. Parfois, j'ai aussi l'impression qu'on se fout de ma gueule. Parfois, voilà, les prix d'un artiste donné vont monter de manière absolument exubérante, peut-être moins que là, mais quand même, pour après s'effondrer si jamais Bernard Arnault a la idée de les revendre. Donc, bon, voilà, c'était ma première impression sur les NFT. Merci. Merci Sylvie. Et je vais rester encore un petit peu sur les crypto-monnaies parce qu'on a beaucoup dit, on a beaucoup écrit, qu'en fait, lorsque vous détenez beaucoup de crypto-monnaies, vous n'avez pas beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez les dépenser. Est-ce vrai? Nous avons des spécialistes ici. Vous avez des cryptos, qu'est-ce que vous en faites? Pour le moment, pas grand-chose. Non, pour le moment, vous pouvez les échanger contre d'autres cryptos. Vous pouvez acheter des choses avec ces cryptos sur des plateformes qu'ils supportent. Mais le problème, c'est que c'est un peu un cercle fermé encore, le monde des crypto-monnaies. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, ça sert à faire des choses en crypto-monnaie qui, elles-mêmes, servent à faire des choses en crypto-monnaie. Et il n'y a pas encore beaucoup de chemin vers l'extérieur, vers notamment la finance classique. Les NFT, c'est peut-être ce qui ouvre ce chemin et ce qui donne des perspectives. Mais en tout cas, au niveau des stablecoins, pour le moment, des crypto-monnaies qui valent 1 euro, 1 dollar, ça sert juste à s'amuser à refaire de l'argent en crypto-monnaie, quoi.
Et Gauthier, justement, je voulais, parce que je pense que dans votre rapport, vous avez regardé la corrélation entre les NFT et les crypto-monnaies. Pour moi, journaliste, un petit peu, bon, pas spécialiste du tout, je croyais qu'il y avait une corrélation. Et vous avez découvert le contraire. Tout à fait. Il y avait une corrélation entre la valeur des cryptos et la valeur des NFT. Aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on observe, c'est que les NFT ont une valeur qui est de plus en plus autonome et qui ne dépend pas de la valeur des crypto-monnaies. Autrement dit, l'Ether peut monter, ou le Bitcoin ou n'importe quoi, le prix des NFT peut monter ou baisser de manière totalement autonome. Ce qui est un gigantesque signe en fait de maturité au final de cette industrie, qui n'est pas uniquement dépendante d'actifs financiers, mais qui du coup, entre guillemets, fait sa vie parce que l'objet lui-même, pour une raison ou une autre, a une valeur qui lui est propre. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, aujourd'hui, les NFT sont, entre guillemets, la porte d'entrée, le principal cas d'usage. Quand on a de la crypto, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on peut, entre guillemets, essentiellement acheter des NFT. Ce qui explique d'ailleurs en grande partie les prix qu'on voit aujourd'hui, des prix que, comme vous le disiez, un peu exubérants. Je prends l'exemple de l'œuvre de Beeple à 69 millions. C'est des personnes qui sont multimillionnaires ou multimilliardaires en crypto-monnaie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 milliards en crypto-monnaie? On cherche des choses à acheter. Et quand on se retrouve, donc là dans l'exemple de Beeple, pour la petite anecdote, c'est 2 milliardaires qui se sont battus entre eux sur les 20 dernières minutes de l'enchère. Je crois qu'on était à 20 millions, c'est passé à 69. Et concrètement, ils se sont battus à coups de dizaines de millions. Parce qu'ils le pouvaient et parce que cet argent, dans tous les cas, ne va pas forcément revenir dans l'économie réelle. Donc, on a tous, je pense, entendu parler de ces nouveaux millionnaires ou nouveaux milliardaires en crypto. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Aujourd'hui, ils achètent essentiellement des NFT, avec des sommes qui sont effectivement un peu décorrélées de ce qu'on voit au quotidien. Alors justement, pour Anders, on va rester un petit peu encore sur ce sujet. Actually, I can ask you in English. It's much easier. Have you looked as well at this phenomenon of what can you do with your crypto money just to spend it when you're looking at particularly art NFTs and when you did your reports? Est-ce que vous êtes intéressé donc à effectivement cet aspect-là, que pouvait-on acheter avec ces crypto-monnaies et par rapport à ces œuvres NFT? Well, I think what Gauthier, I think a lot of this thing, I think at the moment is the crypto wealth diversifying into other types of assets within the crypto world, and I think NFT is an absolute natural place to do, and it's a parallel world to what we see in the fine art, traditional art world, and where people are taking normal money and putting it into something else as a hedge, as a safe haven again, in the times of uncertainty. I think what's interesting, it's a little bit, again, thinking from my world, is obviously this is an enormous opportunity, as Gauthier said, it's a couple of 100 million that Sotheby's and Christie's are turning over in NFTs, which is just a tiny, tiny fraction of the overall market. For the art world, I think this presents an enormous opportunity to tap into this crypto wealth, and obviously this is why the likes of Sotheby's and Christie's and the galleries are doing so. This is an opportunity that I think the art market hasn't had in the last 20 years, is to actually gain access to a consumer base that they didn't have access to before. So that, I think, is the beauty of it. I mean, without that, there's obviously challenges, but... Oui, je crois qu'effectivement, c'est cette question de la richesse en crypto. Et c'est vrai que, comme ça a été dit, quand on est riche en crypto, effectivement, les NFT semblent être l'issue, la sortie toute naturelle, parce que ce sont vraiment deux mondes parallèles. Et effectivement, je crois que pour le monde de l'art, ça représente une énorme opportunité. C'est-à-dire que quand on voit que Christie s'y intéresse, mais avec bien évidemment, en ayant sur ce marché-là qu'une toute petite portion de son chiffre d'affaires, mais en même temps, je crois que c'est cette possibilité qu'a le monde de l'art d'explorer en fait ce monde des cryptos, c'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est une opportunité pour le marché de l'art qui n'a pas eu depuis 20 ans d'arriver à rentrer dans un marché qui est orienté ou modelé, façonné par les consommateurs en fait.
Alors justement, et en fait, effectivement, ce que dit Anders est vrai, c'est que le marché, nous avons le rapport UBS tous les ans, et en fait, la taille du marché de l'art traditionnel n'a pas tellement bougé en volume depuis 10 ans. Bon, constitution un petit peu différent, parce que ce qui s'est passé, c'est que le haut du marché s'est envolé, et le milieu est resté, ou même un petit peu décliné. Alors, on rentre dans le vif de notre sujet. Le Beeple a été acheté par 2 entrepreneurs en crypto de l'Asie du Sud-Est. Je pense qu'ils sont hindous. Ils sont indiens, tout à fait. Indiens. C'est le Metaverse Fund. Et voilà. Et alors, j'aimerais bien, et je pense que c'est à Gauthier et à Anders de répondre. Dans le marché de l'art actuellement, il y a une énorme influence des collectionneurs asiatiques. C'est énorme. Jusqu'à 50%, me dit-on, comme ça, dans les maisons de vente aux enchères de chez Sotheby's et Christie's. Mais alors, est-ce que nous sommes en train de parler de quelques gros whales, comme on dit en anglais, gros joueurs, ou est-ce que c'est une armée qui arrive? Est-ce que vous arrivez à savoir? Alors déjà, il faut savoir que dans le monde des cryptos et des NFT, on ne peut pas techniquement avoir d'informations géographiques sur où sont situées les personnes. On ne peut pas avoir d'informations démographiques non plus. Par définition, tout le monde est anonyme. Donc on a un wallet, donc une adresse technique, et derrière, savoir si c'est un homme, une femme, son âge, où il est situé, on ne peut techniquement pas le savoir. On peut avoir des notions d'intérêt vis-à-vis des NFT via Google notamment. Avec Google Trends, on sait globalement il y a un enclin incroyable en Chine, de Taïwan, Hong Kong et même au Japon, même en Corée également, pour les NFT. C'est parmi les pays qui sont les plus intéressés par ces milieux-là. Et on a eu la chance d'interviewer donc des personnes qui sont en Corée, à l'heure actuelle, en Corée du Sud, qui nous ont expliqué que les NFT et la crypto avaient eu un impact assez phénoménal sur le pays, sur son économie, parce que pour résumer très rapidement, on est sur des échelles sociales qui sont relativement bloquées. L'ascenseur social, il est très compliqué de le monter quand on est en bas. Et les cryptos et les NFT représentent du coup une manière de court-circuiter ce système. Et donc de sortir de sa classe, d'un coup être capable d'accéder à une propriété immobilière, des choses comme ça, ce qui est totalement nouveau. Donc il y a des pays, notamment la Corée, mais également aux Philippines, où ça a eu un impact vraiment profond, vraiment social. Again, the data is very difficult to find on that because of the way, as you say, the anonymity of this. But we looked at a while ago, a few months ago, looking at the web traffic instead to see. I mean, obviously, this is not necessarily means that these people are buying, but just to see who's actually visiting. And we looked at OpenSea being the largest platform, and I think it was early 2021, January 2021, Asia as a whole accounted for about 18% of the traffic. That increased to 36% by the end of December. Again, I'm not saying that all are buying, but I think it illustrates that Asia is not yet the biggest, but the traction is doubling in a space of 12 months. I think the real, if you're thinking about outside my world, I think the gaming aspect of NFTs is going to be the big one. And if you have roughly about 1.5 billion people in Asia who are gamers, you're opening up an incredibly large market. Can I, a little one, okay. A small Axie Infinity, which is a game, a sort of earn to play or play to earn. Play to earn. You know, they had 4 billion in sales, which is, if you took Fortnite, which is a game that has been one of the most successful games off chain. You know, they had 8 billion in merchandise over the sort of 2 major years, so 2018, 19. And this is Axie Infinity, I mean, 2018 it started, but I think it really got traction in the last July. So we're talking about incredibly short space of time where these things, and I think this is where the shift's going to move, I think, towards Asia, where there's actually NFTs in terms of collectibles within the gaming world is going to be probably massive. And so I think, yeah, Asia has not necessarily yet according to these figures, but I think I think it gives a proxy of where the market is at the moment and where it's heading.
Oui, donc effectivement, hein, comme ça a été dit par Gauthier, en raison du caractère anonyme en fait, des avatars, etc., qu'on trouve sur les plateformes, c'est très très difficile d'obtenir des données. Alors nous, on a décidé il y a quelques mois en fait de regarder le trafic sur un certain nombre. Alors je ne sais pas si c'était un site particulier que je ne connaissais pas en nom. OpenSea. OpenSea, ok. Donc, on a regardé le trafic sur OpenSea et donc on a commencé en janvier 2021, et on s'est aperçu à ce moment-là que l'Asie avait à peu près 18% du trafic. Alors évidemment, c'est pas parce que les gens vont sur OpenSea, qui est une plateforme de NFT, qu'ils vont forcément acheter. Hein. Ils peuvent y aller par pure curiosité. Mais en tout cas, on a aussi constaté qu'en décembre 2021, le trafic par des personnes qui venaient d'Asie était monté à 36%. Donc, on voit bien là, donc on a un doublement en 12 mois du trafic, et on voit bien là que même si c'est pas forcément quelque part toute l'Asie qui arrive en courant vers les NFT, on sent bien quand même qu'il y a un mouvement. Hein, et je crois qu'effectivement, il y a aussi quelque chose de très important qui va se passer, c'est que les NFT ne s'intéressent pas qu'à l'art, mais s'intéresse aussi beaucoup au phénomène en fait des jeux vidéo. Hein. Alors là aussi, on a parlé d'une plateforme sur laquelle vous allez m'aider. Axie Infinity. Voilà. Et donc sur cette plateforme-là, qui avait démarré en juillet 2018, hein, c'est ça. On était au départ donc avec 4 milliards de ventes, et puis on en est maintenant à 8 milliards. Donc je crois qu'on est vraiment en fait quelque part à l'orée d'une bascule qui va se faire sur la question des œuvres considérées comme collectionnables, en fait, provenant du côté des jeux vidéo. Il y a une histoire, une entreprise française qui s'appelle Sorare, hein, bon, enfin bref, et qui est la plus grosse valorisation de licorne française. Donc elle a été valorisée récemment. Enfin, en tout cas, ça a été le plus gros tour de table. Je crois qu'elle est valorisée à plus de 4 milliards de dollars. Et j'ai rencontré pour un autre article, là pour le coup, son dirigeant, bon. Ici, vous êtes sans doute un certain nombre, surtout les garçons, mais peut-être pas que, on ne va pas faire de théorie du genre, à avoir collectionné petit les vignettes Panini. Peut-être maintenant encore, hein, bon, mais les vignettes Panini de footballeurs. Et bien, Sorare, c'est un peu ça, c'est des vignettes Panini en NFT. Et pour illustrer la connexion avec le jeu vidéo, qui se vendent, donc je peux acheter des joueurs, j'ai plusieurs niveaux de cartes, comme les cartes Panini autrefois, les cartes or, que plus cher, mais l'avantage, c'est qu'après, je peux les faire jouer, ces joueurs. Dans des jeux vidéo, et donc je peux gagner ou pas dans des faux euros ou faux mondial. Donc cette boîte, et là il est en train de négocier avec la NFL de basket américain. C'est assez fascinant ce qui se passe. Ouais, donc il faut comprendre souvent aussi la dynamique qui porte ces jeux. Souvent, c'est des gens qui achètent des cartes, donc d'une part pour jouer, mais d'autre part aussi, il y a aussi une vision spéculative derrière. Donc le mécanisme d'Axie Infinity qui a fait, je crois rien que sur le mois de juillet, ils ont dû faire 1 milliard de dollars. Bon, j'ai beaucoup de respect pour eux, je connais très bien les investisseurs de cette boîte, mais souvent ça repose un peu sur du Ponzi aussi, ce qui porte la valorisation de ces entreprises, c'est des gens qui achètent des cartes parce que ça peut leur en faire gagner d'autres, et aussi parce qu'ils espèrent que ça va prendre de la valeur parce que d'autres nouveaux arrivants vont pouvoir rentrer. Donc si on regarde le chiffre d'Axie Infinity sur l'année, ça a fini par s'écrouler, je crois, au cours de l'année. Sorare, ils ont toujours le vent en poupe, les cartes continuent à se vendre cher parce qu'il y a toujours une vague de nouveaux joueurs qui vient et qui a envie de prendre part au jeu. Mais bon, ça reste des modèles qui sont viables, c'est pas du pur Ponzi. Je suis peut-être un peu dur en disant ça, mais il y a un peu de ça quand même derrière.
Alors juste pour peut-être nuancer un petit peu ce que tu veux dire, mais en fait on peut pas forcément parler de Ponzi dans ce cas-là. Effectivement il y a une spéculation, le jeu lui-même n'est pas forcément pensé pour être spéculatif. Si demain tout le monde décide de spéculer sur des cartes Panini, ça deviendra un Ponzi techniquement. Mais fondamentalement la mécanique n'est pas forcément celle-ci. Voilà. Après ce qui s'est passé dans le cas du jeu Axie, c'est que plus on jouait, ça s'appelle du play to earn, plus on joue, plus on gagne une crypto. Et le problème, c'est que du coup, ça demande de générer de cette crypto. Et donc, c'est un modèle qui, par contre, est inflationniste. Donc, on se retrouve avec une crypto qui est générée quasiment à l'infini, sans supply maximum. Donc, à la fin, les gens se retrouvent avec des caisses et des caisses de cette crypto. Ils n'en ont absolument rien à faire, ils voulaient juste la revendre. Donc, on se retrouve avec des gens qui revendent cette crypto. Donc, la valeur, effectivement, est passée de 40 centimes à 1 centime en moins d'un an. Donc le modèle d'Axie qui a été reconnu comme une sorte de référence absolue du jeu vidéo NFT, en fait c'est un modèle qui est hautement expérimental. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais ils sont en train d'essayer de rééquilibrer petit à petit. Ils ont tenté plein d'updates en cours d'année pour corriger un peu le tir. Là aujourd'hui on est sur une crypto qui est passée de 40 à 1 centime, ça bouge plus trop. Le prix des actions même est passé de quasiment 300-400 $ à 20 $. Alors oui, c'est mécanique, c'est expérimental tout ça. L'exemple de Sorare, et juste pour reboucler là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tout est lié. Les personnes qui ont acheté l'œuvre de Beeple, donc c'est un de nos clients, on évalue leur portefeuille tous les trimestres. C'est également des très très gros collectionneurs de Sorare. Ils ont également des milliers de cartes. Ils vont jamais jouer avec. Le but est vraiment de créer une collection, comme concrètement un patrimoine immobilier ou un patrimoine d'œuvres d'art. Ils se construisent un patrimoine d'actifs digitaux. Et c'est... Bon, alors j'aimerais regarder, parce qu'on a évoqué juste avant cette séance, la question de réglementation qui a été brillamment exposée. En ce qui concerne uniquement les NFT, qui manifestement était problématique parce que définir. Alors mes questions sont comment, qui, et éventuellement pourquoi, parce qu'il n'y a pas de réglementation dans le monde anglo-saxon. Je pense, Anders. Yes. Okay. I guess there was some indication in the earlier presentation regarding here in France. I guess part of what has happened over the last 12 months in particular, I guess it's exposed when a market grows at this pace and this speed, it attracts all kinds of behavior from speculation, which is not necessarily malicious but speculative, to the more crime and fraud related things. So I think there probably is some sets of the requirements to start to tidy up any market, I guess. But the question is that done by the community itself, or do you bring in external regulations from on a government level? And I think there probably might be several things happening. And I guess the overarching, again, connecting the art market is the anti-money laundering regulations that is now also affecting the art market. So if we're thinking from an art world point of view, if you're starting now to sell NFTs as part of as a gallery, as a program, you are already under regulation. The problem at the moment is, I think which also was mentioned in the previous presentation, is the definition of NFTs. Because there is at the moment nothing, at least in the UK, where NFTs is not classified as art. It doesn't sit within that. And even we have problems defining what NFTs are in the first place. Is it art or is it not? So I think this ultimately will come. I guess part of the crypto world is the more free-spirited, that we shouldn't have regulation. But I think for the trust and confidence in the market, I think it's really, it's necessary. But I think it's already there. So it was just about how, when these definitions becomes clear, I think in the art world it will fall under the existing anti-money laundering rules. I think the other problems is obviously securities. Whether are these going to be seen as utility or exchange tokens, or are they suddenly having certain aspects with them that will push them into become security tokens? And I guess these things are not, I don't think the regulators have figured this out. Where is these boundaries? Where does it go from one to the other? And I think on one hand, I guess the world of cryptocurrencies or tokens, the innovation is so fast that the regulators is
years behind, and you just kind of can't catch up. So I think, as I said, just to kind of summarize, I do think there is a need to stamp out things, because ultimately, many of the malpractices that are happening will ultimately undermine the market. The question is whether that can be done by the communities themselves, by excluding, and you find a system that somehow can just get rid of the bad apples, because you will find them everywhere. I mean, you find them in financial industries as well. It's not like it's purely in the crypto world. So, again, I'm not a legal expert, but that's probably, I think, some of the areas that will need to be looked at. Oui, alors pas de régulation n'importe où. Je crois que la présentation qu'on a eue juste avant cette table ronde, effectivement, a montré qu'il y avait déjà des choses qui existaient voilà, en France avec ce projet MiCA en Europe, etc. En même temps, c'est évident qu'un marché comme celui des NFT, par rapport à sa vitesse et par rapport aux gains inflationnistes, etc., évidemment attire les spéculateurs, qui ne sont pas forcément des gens mal intentionnés, mais bien sûr, ça attire aussi des spéculateurs qui ont à voir avec la délinquance criminalisée, voilà, les gens qui sont liés au système mafieux. Alors évidemment, il faut réfléchir à comment, d'une certaine manière, on peut éviter ces derniers, comment on peut faire un certain ménage, entre guillemets. Et est-ce que, alors, cette régulation nécessaire peut-elle être faite par la communauté? Va-t-elle être faite par des organismes extérieurs? C'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend une galerie d'art qui commence à travailler avec les NFT, bien sûr, comme toutes ces activités, cette nouvelle activité rentre bien sûr dans le cadre des règles qui régissent son activité et notamment voilà, sur les aspects anti-blanchiment, etc. Mais je crois que le problème principal, comme l'a évoqué le monsieur qui présentait en fait de l'Association française de régulation des marchés en début d'après-midi, c'est la question de la définition en fait qui est essentielle pour les NFT. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne aujourd'hui, la question n'est toujours pas claire, et je pense que c'est vraiment par là que ça va démarrer. Alors il y a un esprit bien sûr qui prévaut sur toute cette technologie des cryptos, qui est bien sûr une idée de liberté, de régulation qui va se faire en interne, un esprit de confiance et d'honnêteté, bien sûr. Mais voilà, je crois qu'il y a cette nécessité de définition, et qu'ensuite, lorsque on aura bien défini ce que sont les NFT, on arrivera en fait à les rattacher aux régulations qui existent. Et la question qui était posée une fois de plus dans la présentation avant la table ronde, sur est-ce qu'on considère certains NFT comme des jetons d'échange, ou est-ce que ce sont des jetons qui sont complètement sécures. On voit bien aussi que, de toute façon, la question des frontières ne correspond pas non plus à ces technologies-là. Et je crois que, d'une certaine manière, les régulateurs, quels qu'ils soient, sont aujourd'hui très en retard sur ce qui peut se passer aujourd'hui concrètement au sein de ces crypto-communautés. Mais il va bien falloir de toute façon en arriver à trouver des règles de manière à ce que les moutons noirs qu'on trouve partout, bien sûr, ne puissent pas être présents là non plus. Mais bon, voilà, je ne suis pas un expert juridique. Did I say that much? Si je peux juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est très intéressant. En fait, techniquement,
ce qu'on va observer en termes de régulation dans les NFT est très comparable à ce qu'on voit dans les cryptos. C'est qu'on est tout à fait en capacité de réguler des acteurs financiers, des sociétés comme Binance ou enfin, voilà, ces grands exchanges qu'on connaît tous. Par contre, le marché lui-même, il n'est techniquement pas forcément possible de le réguler parce qu'il est décentralisé, parce qu'il repose sur une infrastructure qui elle-même est voilà, à travers le monde, à travers des millions et des millions de serveurs. Donc, aujourd'hui, nous, on voit encore sur les marchés crypto des phénomènes qu'on appelle de pump and dump, comme on dit en français, de manipulation en tout cas de marché. Et sur les marchés NFT, on voit nous aussi de la manipulation de marché. Alors je ne connais pas le français pour ça, désolé, le wash trading, donc en gros de l'achat-revente fictif, en gros d'assets, qui ne sert qu'à au final montrer donc un volume qui est fictif ou à augmenter artificiellement la valeur, ce qui est totalement illégal sur les marchés boursiers traditionnels. Mais dans les marchés NFT et crypto, ça se fait encore. C'est un peu le Far West, c'est un fait. Donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce de credo profond qui est ultra-libéral, qui est le do your own research, donc fais tes propres recherches, c'est que chacun est responsable des fonds qu'il met dedans et du risque qu'il prend. Mais je peux comprendre que c'est un peu dur à accepter quand on arrive innocemment et qu'on met quelques sous dans les cryptos. Cela dit, faire monter artificiellement la valeur d'un artiste, même dans l'ancien monde, on savait faire. Mais est-ce que c'est légal ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est cadré ? Je suis à l'Académie des Beaux-Arts, je ne vais pas trop me lancer là-dessus. Et Pablo, dans le crypto, est-ce qu'on peut manipuler? Est-ce qu'on peut augmenter? Est-ce qu'il y a le même problème? Donc il se passe un truc en crypto qui normalement est aussi complètement interdit, c'est que normalement il y a des murs de Chine dans certaines boîtes de trading, c'est-à-dire les boîtes les gens qui font le marché, c'est-à-dire qui mettent les ordres d'achat et de vente et qui permettent de maintenir le prix. Ce ne sont pas les gens qui font les stratégies, donc les hedge funds, qui font des stratégies d'investissement en fonction des conditions de marché. En crypto, c'est très régulier qu'on ait les deux types de personnes qui occupent qu'on ait la même fonction, les deux mêmes fonctions occupées par une même personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fassent le marché et qui en même temps aient des stratégies. Donc c'est des gens qui peuvent complètement manipuler le marché à leur profit. Donc le cours du Bitcoin dont on pense qu'il n'est pas manipulable vu que la profondeur de marché peut complètement être manipulé par quelques whales sur le marché. Et pareil pour l'Ether. De notre point de vue à nous, nous, Angle, on a un token, donc un jeton qui s'échange sur le marché. On ne le fait pas, mais on est en contact direct avec notre communauté qui achète le token, on a accès à des informations qu'eux n'ont pas, qui sont à même de manipuler le marché. Donc c'est le cas pour nous, mais c'est aussi le cas pour tout le monde. Tout le monde est susceptible de manipuler le marché, les projets. C'est en fait comme si n'importe quelle entreprise était cotée en bourse sans avoir passé toutes les étapes pour être en bourse. Donc oui, il y a des manipulations de partout et bon courage aux régulateurs pour réussir à rattraper ce qui se passe et être à jour avec les dernières pratiques. Je voudrais défendre les NFT ici, c'est mon rôle. Non, je plaisante. Mais il y a quand même une chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Enfin, moi, dans mon enquête, j'ai cru comprendre que ça, c'était quand même un bienfait ou un atout. Ça a un peu été évoqué ce matin, c'est la traçabilité des œuvres. C'est-à-dire que quand même, ce code, et d'ailleurs, je crois que justement, on m'a raconté quand j'avais fait cette enquête ici au Conseil des ventes qu'il y a eu une vente d'un Monet ou d'un Manet, vous en parlerez peut-être mieux que moi après, qui a été vendu avec sa valise d'authenticité en NFT. Ça, c'était autorisé puisque c'était quand même une œuvre matérielle assortie de son background, son certificat, etc., qui va le suivre. Et donc, bon, ça, c'est plutôt, je crois, une bonne chose, parce que, bon, dans le monde des arts décoratifs, par exemple, la valeur d'une commode, par qui elle a été achetée, où est-ce qu'elle a transité, ça fait partie de sa valeur. Moi, ma vache, savoir que je l'ai eue à un moment et qu'elle va passer ailleurs, non. Mais voilà. Tout dépend qui est-ce qui établit le certificat. En tout cas, la traçabilité, je pense que là, qui est de la pure technique NFT, c'est quand même un atout pour les... En fait, là, concrètement, cette traçabilité, c'est un excellent point. Ça fait partie de la proposition de valeur presque de base native des NFT. C'est qu'on sait quand l'actif a été émis, quand il a été acheté, par qui, à quel prix, si pour une raison ou une autre il a fait partie d'une activité suspicieuse ou, enfin ce que nous on voit sur les marchés, c'est que si l'actif a circulé 50 fois entre deux adresses différentes, on le sait, on voit que cette valeur qu'on voit aujourd'hui sur le marché de X millions, je ne sais quoi, potentiellement elle est totalement fausse et on ne peut pas le cacher ça. Donc effectivement, la traçabilité, savoir qui même en a été propriétaire, si je dis une bêtise, on va acheter un NFT, admettons, qui est appartenu à Johnny Hallyday.
Dieu son âme, potentiellement, on peut savoir que ça a vraiment été dans son portefeuille à lui, on peut pas mentir. Et ça peut s'appliquer à une œuvre ancienne Tout ou à à fait. une œuvre physique. C'est pour ça que Prada s'y intéresse ou des grandes marques de luxe s'y intéressent. Absolument. Ça a été dit ce matin. Je vais changer un petit peu le discours. Je vais évoquer un problème dont on parle en Angleterre, enfin dans le monde anglo-saxon, c'est la validation en ce qui concerne les œuvres d'art. Hein, je ne parle pas des CryptoKitties et tout ça, mais des œuvres d'art, la question de validation. Pour l'art traditionnel, la validation est encore traditionnellement les musées, les commissaires d'exposition, les spécialistes. On ne parle pas de l'authenticité, hein, mais d'une validation esthétique, que cette œuvre a une importance dans l'histoire de l'art esthétiquement. Qui va valider les NFT, qui sont surtout, l'art digital, c'est un art nouveau pour une génération nouvelle. Hein. Et vous pouvez tous répondre. Qui veut commencer? Il commence à y avoir des experts, enfin j'ai lu ça, hein, des experts en NFT, enfin je parle d'experts artistiques. Absolument. En fait, alors initialement, j'aurais voulu vous donner une réponse extrêmement libérale, c'est que personne ne le fera parce que c'est décentralisé. En pratique, non, parce qu'on retrouve quand même donc, les systèmes donc, de marchés financiers, même d'art traditionnel. C'est que oui, aujourd'hui, comme tu le dis, on a des métiers qui se créent. Donc nous, on est en contact avec des curateurs d'art crypto qui sont spécialistes là-dedans, qui connaissent les tendances, les artistes, qui savent globalement conseiller des acheteurs ou même des musées dans leur acquisition. Et on voit aussi, c'est d'ailleurs un projet français notamment, des musées d'art crypto. Et donc ça s'appelle le MOCA. C'était Seattle. Il y en a plusieurs. Il y en a un aux États-Unis, il y en a en France aussi. Au Québec, je crois. Il y en a un qui a ouvert physiquement aussi. Il y a une galerie physique. Oui, physique, c'est Seattle. Oui. Sinon, online, il y en a pas mal. Il y en a. Alors, du coup, ça va être très buzzword, désolé. Mais en gros, il y a même des musées d'art crypto dans les métaverses qui existent. Donc, depuis 2018, ça pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Depuis que l'art crypto existe, ces personnes-là ont cherché un endroit où exposer cet art crypto. Donc, où le mettre concrètement dans un monde fait de NFT de A à Z. Donc, ça peut sembler une vue de l'esprit, mais au final, c'est très cohérent. C'est que concrètement, l'œuvre elle-même est un NFT dans un monde qui est lui-même fait de NFT. Et ces gens-là ont aujourd'hui un rôle, non pas de régulateur, mais le fait d'être dans ces galeries, ça apporte quand même du crédit à l'artiste. Oui, mais le problème aussi, l'idée, d'après ce que j'avais compris des NFT, c'est que justement, ça se libère ce qu'on appelle des gatekeepers. Alors qu'on retombe dans un système traditionnel aussi. Absolument, mais l'humain est ainsi fait. Non, pour revenir sur le problème de la validation, et ça rejoint un peu les gatekeepers, ce qui valide un NFT, je dirais que moi, ce sont les communautés qui acceptent de s'agréger autour d'un projet de NFT. Donc les CryptoPunks, c'est lambda. Enfin, moi, j'aurais pas envie d'en acheter, quoi. Je trouve ça pas très beau, mais ce qui fait que ça a une valeur telle, c'est que y a des communautés qui se sont construites autour de ça, qu'il y a des influenceurs qui en ont parlé, et que finalement tout le monde a envie d'acheter des CryptoPunks. Un bon comparatif, je pense que ça serait l'or. Le fait que l'or ce soit beau, c'est une construction sociale. On a grandi en disant l'or c'est beau, et donc de fait tout le monde a envie d'acheter de l'or. Et donc c'est pareil pour les NFT. C'est ça qui valide en fait l'authenticité d'un NFT. C'est le fait qu'il y ait des communautés. Le fait de posséder une communauté, ça nous permet de rentrer dans des cercles qui sont désirés, qui sont convoités. Donc c'est ça pour les Bored Apes, c'est ça pour les CryptoPunks. Et en fait, on retrouve dans la dynamique des NFT ce qu'on retrouve dans le vrai monde, avec les objets, par exemple les montres rares, les foulards Hermès, les sacs de luxe. C'est exactement les mêmes choses qui sont en train de se passer en fait. Yeah, no, I agree. I mean, I think what's interesting about this phenomenon compared to the traditional art world, which you say are governed by gatekeepers from galleries to museums to curators, etc., is that it's a community-led kind of validation. Within that community, you will start to have voices. You will have people who are stronger voices. The same thing as you have in the traditional art world, just called something else. And I don't think actually NFTs are incompatible with gatekeepers. I mean, NFTs for me is the technology rather than the actually art itself. And I think the problem a little bit, if the art world is hesitant or saying, well, these gatekeepers just don't know what quality is,
well, then they got to get engaged, because if they're sitting in the traditional world, don't want to be part of this world, then you can't influence the decisions. And I think, there's a real opportunity here also, as I said before, for the traditional art world with their existing gatekeepers to come into this market. And there's going to be so many parallel markets, going to be so many sub-segments. The gaming is going to be one, the CryptoPunks will be a market on its own. But there is an equally, I think, a fine art market that could exist within this NFT world, supported by the existing curators and critics with the same voices. So I think these things are totally compatible. I think the problem now is if you start sitting on the fence too long, well, the train's going to go and you will be replaced by someone else. Someone else going to take that role. A little bit like we saw with social media. Critics were waiting too long to go on, using Instagram or using social media to kind of express their things. And there are a couple of them who have been very successful doing it, but there are very few. And I think it's the same thing. Suddenly we have social media becoming the main channel for disseminating opinions and tastes. And I think the same thing here, NFTs has exactly the same opportunity. So I think, it's time to get, some skin in the game. Get involved, because otherwise, the train will leave us. Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà, quand on parle des gardiens du temple ou des gens qui valident effectivement la valeur des œuvres, que ce soit les musées, que ce soit les commissaires, les critiques, etc. Là, sur les NFT, on est sur un processus de validation aussi, mais qui cette fois-ci est fait par la communauté. Mais en même temps, je crois que le processus de validation en tant que tel est exactement le même. Et je crois que d'une certaine manière, un peu comme je le disais tout à l'heure, il faut s'investir en fait. Il faut que le monde de l'art, il faut que ces gens qui sont des validateurs s'impliquent dans les NFT, parce que sinon, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec les critiques, c'est-à-dire que les critiques ont mis bien trop longtemps, en fait, à investir le champ des réseaux sociaux. Et finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a sur les réseaux sociaux sont d'une part devenus le principal canal de diffusion d'idées, d'opinions, de goûts, et ce ne sont plus les critiques qui font ça, c'est d'autres gens qui les ont remplacés. Donc je crois que sur les NFT, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que si les critiques, si les commissaires, si les gens des musées ne s'impliquent pas, eh bien ils seront remplacés par d'autres gens qui prendront exactement leur place pour remplir exactement la même structuration de cette validation qui continuera d'exister. Merci. Je vais ouvrir aux questions. Je ne sais pas exactement comment ça marche et je vois très mal, mais enfin, vous levez la main. Et vous pouvez m'aider, le panel, si vous voyez des questions. Oui, bonjour. Oui. J'ai une question générale. Moi, je suis commissaire-priseur et je me dis, si demain je dois vendre un NFT, on parlait du problème des contrefaçons ce matin et du problème d'OpenSea à ce sujet. Quels moyens on a de repérer ces contrefaçons, du moins de sécuriser les transactions vis-à-vis de nos clients et de garantir qu'on vende bien l'œuvre qu'on nous apporte, etc. Non, vas-y. Oh, je me bats pas, vas-y. Donc, en fait, un NFT, c'est pas une image stockée sur la blockchain, c'est une référence vers un site internet qui est stocké sur la blockchain. Donc, il y a quelque chose que vous pourrez pas changer et que vous pourrez pas contrôler, c'est le fait que la personne qui vend l'image décide de changer la référence qu'il y a sur la blockchain, on appelle ça l'URI, pour en fait vous tromper sur le fait que vous avez vendu une image et qu'en fait c'est une autre image qui a été vendue. Donc ça suppose un peu de connaissances. Et Gauthier pourra éclairer sur lui. Enfin, je ne sais pas s'il y a des boîtes qui permettent de vérifier les permissions qui sont accordées aux gens qui vendent les NFT, les clés de signature qui permettent de changer les références à certaines images. C'est le premier point. Le deuxième point, pour voir si c'est la vraie image qui est vendue, là encore, il faut remonter à l'historique de la blockchain, voir l'historique des transactions, qui a créé le NFT, comment il a été créé. Ça suppose un peu de connaissances techniques, mais je ne sais pas s'il y a des prestataires qui permettent de faire ça.
Justement, pour rebondir là-dessus, en fait, de plus en plus, en fait, la réponse, effectivement, de base, est très technique. C'est que, voilà, vous êtes capable de lire la blockchain, ce qui n'est pas à la portée de n'importe qui, mais de plus en plus, on a des outils où c'est juste, enfin, c'est un site web accessible à n'importe qui, où on est capable de suivre, du coup, l'historique. Enfin, c'est un peu un des services qu'on propose nous, même si c'est pas encore parfait, où on est capable de voir pour un objet précis l'ensemble de ces transactions, quand il a été acheté, par qui, à quel prix, tout ça. C'est des données qui sont aujourd'hui rendues accessibles publiques de plus en plus de manière ergonomique, on va dire. Il y a juste un point pour rebondir sur votre question, c'est quand on est en train d'assurer la traçabilité d'un objet physique. On a une étape charnière qui est extrêmement importante, c'est le moment où cet objet physique, donc on parlait d'une toile de Monet, je crois, ou Manet, qui est enregistrée du coup en NFT. Donc l'œuvre physique existe, il y a du coup un avant où elle existe et quelqu'un indique que c'est l'original, puis elle est stockée en tant que NFT à un moment. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut créer un lien indestructible entre cette œuvre physique et ce NFT digital. Et ça, pour le coup, c'est une étape qui est un petit peu plus complexe pour s'assurer qu'on n'a pas une contrefaçon, que l'œuvre physique n'est pas une contrefaçon. Bonjour. Quand on possède un NFT qui est natif et qu'on le matérialise en impression 2D ou 3D, quand on revend le NFT, qu'est-ce qui advient de cette concrétisation du NFT natif ? Ça, c'est à vous de transférer le certificat de propriété qui correspond à NFT natif. Au moment où vous transférez la matérialisation, c'est comme si vous vendiez un sac sans donner le certificat d'authenticité de ce sac. Qui a vendu son NFT, il peut conserver la reproduction physique du NFT natif ? Alors, dans l'absolu, tout est possible. En fait, au bout d'un moment, si on considère que le NFT digital a une valeur en tant que telle, que ce n'est pas juste vous savez, comme un papier de propriété foncière, mais qu'il a une valeur en tant que telle, rien n'empêche de les décorréler. Et de se dire que quelqu'un achète l'œuvre physique ou l'œuvre digitale, ou les deux. Là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que l'usage nous le dira, en fait. Mais pour moi, les deux sont possibles. Oui, bonjour, j'ai 2 questions. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça. On a eu un résumé légal très intéressant au début sur vis-à-vis de la loi en fait, qui s'appliquait aux NFT. Il y a eu pas mal de travail qui ont été faits sur le principe de sincérité des acteurs, mais je voulais savoir s'il y avait des projets de requalification d'un point de vue légal des cryptoactifs pour pouvoir permettre notamment des changements de taxation, parce qu'en France on a quand même un système de taxe sur les revenus en crypto qui sont un peu ridicules. Je voulais savoir s'il y avait un travail qui était censé être fait là-dessus déjà dans un premier temps. Donc pour la taxation des crypto-monnaies, peut-être pas très à même d'y répondre, mais de ce que j'ai compris, c'est que l'État n'arrive pas à suivre les mouvements en crypto-monnaie. C'est-à-dire si vous changez des Ethers en stablecoin, par exemple, l'État considère toujours que vous avez des crypto-monnaies et vous n'êtes pas imposé à cet égard. Je me trompe peut-être encore, mais la façon dont je le vois, c'est que si vous investissez par exemple 1 000 € dans un NFT et que vous revendez ce NFT 3 000 €, vous serez taxé à partir du moment, donc vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec votre NFT, tout ce qui se passe dans les crypto-monnaies reste dans les crypto-monnaies, mais en revanche l'État arrive à suivre le moment où vous sortez des crypto-monnaies et vous êtes imposé à 30% flat tax sur la plus-value que vous aurez faite, si jamais vous faites une plus-value. Cette question, du coup, s'adressait plutôt à notre intervenant. Je ne sais pas si c'est possible de poser des questions aux intervenants précédents. Mais du coup, vu qu'on discute, j'aurais voulu vous poser une question, parce que vous développez un... Oui, je suis trop proche du micro, pardon. C'est bon comme ça ? C'est assez flou, comme... c'est brouillé. Est-ce que c'est bien comme ça ? Allez-y. Alors du coup, vous dites que vous développez des NFT sur un stablecoin. J'imagine que c'est pour répondre au problème de la valeur des NFT qui fluctue beaucoup trop par rapport au marché donc, des blockchains sur lesquels ils sont faits. C'est un projet qui est très intéressant. Mais la question, c'est de savoir est-ce que ce serait possible aussi, dans un même temps, de faire des NFT cross-chain, de les détacher, en fait, d'avoir la capacité de les vendre sur des blockchains qui ont un cours différent. Parce que finalement, je sors mon NFT sur Solana se casse la gueule et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, les NFT quand même subissent directement la valeur du marché.
est-ce que ce ne serait pas possible de faire un système de wormhole pour les NFT et les placer sur une blockchain différente qui subit moins peut-être un scandale ou X? Complètement. Donc, déjà, ce que disait Gauthier tout à l'heure, c'est que le cours des NFT est de plus en plus décorrélé du cours des blockchains sous-jacentes. Il y a des mécanismes. Donc, en fait, on parle souvent de la blockchain, mais il y a plein de blockchains différentes. Donc, c'est que des registres décentralisés différents. Et en fonction de blockchains sur lesquelles sont créés des NFT, ces NFT ont plus ou moins de valeur. Donc, par exemple, une image sur Ethereum pourra valoir 1 000 €, mais la même image sur les réseaux Polygon, souvent, c'est 10 fois moins cher, quoi. Et donc, il est possible de transférer un NFT d'une blockchain vers une autre via ce qu'on appelle des bridges. Mais dans ce cas-là, le prix du NFT, ça reste le prix de marché. C'est-à-dire que sur Solana, vous avez peut-être des gens qui sont prêts à vous l'acheter 1 000 € votre NFT, mais si vous le transférez sur Ethereum, ce NFT, aux yeux des acteurs qui sont prêts à acheter des NFT sur Ethereum, l'achèteront moins cher. Donc vous pouvez changer le cours de monnaie auquel vous le faites acheter en étant sur Sol ou sur l'Ethereum. Vous pouvez transférer ce NFT d'une plateforme à une autre, mais à la fin, ça reste le marché qui fixe le prix. Ouais, juste pour rebondir sur cette question, aujourd'hui, en fait, il ne faut pas forcément penser que les acheteurs se fient uniquement au prix en dollars. Il y a deux types d'acteurs. Il y a des personnes qui sont vraiment impliquées dans l'univers crypto pour qui seule la valeur en crypto compte. Donc, ils ont acheté quelque chose, un Ether, et ils le revendent 2 Ethers, ils seront contents, quelle que soit la valeur de l'Ether. Et d'autres qui, au final, seront très contents d'avoir une plus-value en dollars. Et là, pour le coup, on a vraiment deux philosophies qui sont totalement différentes. On peut avoir l'impression sur le papier que ces personnes ont perdu de l'argent, mais pas du tout, parce qu'on a juste une autre manière de percevoir le prix de l'actif. Et pour revenir sur ce que tu disais, alors, il y a plein d'aspects très psychologiques, un peu techniques aussi, sur pourquoi certains actifs valent plus cher, pourquoi le CryptoPunk sur Ethereum vaut une fortune. Il y a plein d'explications à ça. Je ne pense pas personnellement que ce standard technique ait un impact sur la valeur de l'actif. Je vais prendre une dernière question. Excusez-moi, je peux prendre la parole et vous poser, voilà, je voudrais faire part d'un problème existentiel sur le fondement, l'existence des NFT. On parle d'œuvres d'art et là, on parle surtout d'argent. Je vois pas. Il y a des mots qui sont complètement absents. C'est très intéressant, hein. Je suis passionné par ce que vous dites, mais moi j'achète une œuvre d'art parce qu'elle me plaît, j'ai de l'amour pour elle, il y a du beau, et tout ça c'est absent pour l'instant dans les NFT, à moins que j'ai raté quelque chose. Hein. Sylvie. Oui, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais je prends un exemple. Picasso aussi, c'est une affaire d'argent. Et donc aujourd'hui, il y a une banque suisse, j'ai oublié le nom, les Suisses s'y connaissent en matière de finance. Une banque suisse qui est propriétaire d'un Picasso, justement, qui s'appelle La Jeune Fille au béret. Et cette banque a décidé d'en faire 40 jetons, 40 tokens, donc de la diviser en 40. Et donc de pouvoir, donc de les vendre à, je crois que c'était, je ne sais plus, 1 000 € chacun. Non, plus, 10 000, beaucoup plus, 100 000 € chacun. Enfin bon, ça revient à peu près, chaque jeton, si on multiplie les 40 jetons, ça revient à peu près au prix de l'œuvre sur le marché de l'art aujourd'hui. Je vous dis ça pourquoi? Pour dire que, oui, que le marché de l'art, c'est un marché d'argent de toute façon. Et que la banque suisse, elle se justifie de son truc en disant qu'elle démocratise Picasso, puisque vous pourrez posséder 1/40e d'un Picasso, enfin je vous le souhaite. Voilà, c'est pas une réponse, c'était une remarque. C'est une excellente question qui vient d'être posée. En fait, si on regarde ne serait-ce que le nom de l'événement, 1 an après Beeple, l'œuvre de Beeple n'a pas marqué en tant que telle, elle a marqué pour son prix. Non. Au final, c'est parce qu'elle vaut 69 millions. Parce que historiquement, c'est un prix qui est absolument incroyable. Et aujourd'hui, ce qui fait énormément parler autour des NFT, c'est la spéculation. Alors, je ne pense profondément pas que ce soit le cœur du sujet de l'art crypto, mais aujourd'hui, c'est ce qui, pour le pire et le meilleur, fait parler des NFT. Donc, c'est une étape un peu nécessaire, pas forcément la plus belle, mais aujourd'hui, effectivement, l'art crypto est associé à cette notion de spéculation, à cette notion, effectivement, de flux financier. Mais c'est, dans un sens, peut-être ce qui est nouveau, le fait d'avoir un attachement profond à une esthétique, à une œuvre d'art, qu'on l'ait pour une œuvre physique ou une œuvre digitale, ce n'est pas si nouveau.
Par contre, aujourd'hui, cette espèce d'explosion de marché, elle est nouvelle. Donc effectivement, c'est le sujet qui est essentiellement discuté aujourd'hui, mais ce n'est clairement pas le seul. Écoutez, je pense que Gauthier a fait ma conclusion pour moi à ma place. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Une dernière question. Une dernière question est possible. Allez-y. À propos de la fiscalité, on crée une œuvre, on rentre dans les marchés de l'art, elle est vendue et on reçoit un crypto-monnaie qui n'est pas reconnu par aucun gouvernement au monde, mais on a fait un profit. Et si je suis en France, le gouvernement français va vouloir recevoir sa part et un impôt. Et à ce moment, on reçoit une crypto-monnaie et au moment de payer l'impôt, il faut qu'on les paye en euros. Comment ça se passe, le problème de la fiscalité? Donc les acteurs dominants des crypto-monnaies aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui jouent sur la blockchain, qui jouent sur les NFT, ce sont ceux qui permettent de rentrer dans les crypto-monnaies, donc c'est ce qu'on appelle les échanges, Binance, Coinbase, qui nous permettent à chaque fois de sortir de l'argent en crypto-monnaie, en fiat, en euros. Donc il y a des énormes plateformes qui permettent de convertir cet argent et de payer des impôts à la fin. Bon. Alors, cette fois-ci, il ne me reste plus qu'à remercier nos merveilleux panélistes, Gauthier, Sylvie, Pablo, Anders, et également à notre merveilleuse traductrice, Pascal, qui a vraiment fait un travail formidable. Elle a merci pour elle, elle a une mémoire formidable. Merci à tous.